à mon avis, aussi importante et aussi épanouie. C'est parce que les juges savent qu'ils peuvent s'entretenir entre eux dans le secret que cette oralité produit des effets particulièrement fructueux. L'objet de mon propos n'est pas d'ailleurs de dénoncer le caractère secret de cette oralité. Je ne vais pas me faire le défenseur de la loi de l'an 2, du 3 Brumaire en 2, dont l'article 10 prévoyait l'obligation pour les juges de délibérer publiquement, de faire connaître leurs débats oraux devant tous les citoyens. L'objet de mon propos, c'est plutôt de mettre en avant un décalage qui existe entre le discours actuel sur l'oralité, c'est un discours qui est favorable au développement de l'oralité, mais qui se concentre, et le programme est là pour en témoigner, qui se concentre sur l'oralité au sein du prétoire, sur l'oralité entre le juge et les parties. C'est de celle-ci, je crois, dont on va parler essentiellement pendant 2 jours. Il y a un décalage qui existe entre le discours sur cette oralité et l'importance que revêt, à mon avis, je vais essayer de vous le démontrer, cette oralité réservée aux juges. Quand on lit les dernières actualités, quand on lit, je le disais à l'instant, le programme du colloque, on voit l'accent mis sur cette oralité au sein du prétoire, et je crois d'ailleurs que ça sert à la communication du juge administratif. Quand on s'intéresse à la démarche de communication institutionnelle, notamment du Conseil d'État, eh bien on constate que cette oralité est un élément de discours, un élément de langage important. Pour montrer la modernité de la juridiction administrative, regardez, on prend en compte les parties, on écoute ce qu'elles ont à dire. C'est un petit peu l'idée, on a eu la démocratie participative il y a quelques années, c'est un petit peu aujourd'hui la procédure administrative juridictionnelle participative. On associe davantage les parties. Donc ça sert à la communication institutionnelle du Conseil d'État, en tout cas du juge administratif en particulier, et c'est sans doute l'une des raisons qui explique qu'on en parle tant de cette oralité au sein du prétoire. Néanmoins, force est de constater que l'oralité qui est réservée au juge, qui est cachée, qui est secrète en tout cas, est au moins aussi importante que cette oralité du prétoire. Elle est aussi importante au moins, voire plus importante, parce que c'est au travers de cette oralité réservée au juge que se prépare et se rend la décision juridictionnelle. C'est au moment des séances d'instruction, on discute entre juges, qu'on prépare la décision. C'est au moment de discussion informelle entre juges qu'on va raffiner tel ou tel raisonnement, et puis bien sûr, je le disais à l'instant, c'est au moment du délibéré, et donc au moment des débats oraux au sein du délibéré qu'on va décider, qu'on va trancher définitivement, qu'on va rendre la décision. Donc il y a un décalage, un hiatus, entre le discours sur l'oralité générale et puis la réalité de cette oralité cachée, réservée aux juges. Alors, cette oralité cachée, elle a finalement été très peu étudiée, sans doute parce qu'elle est cachée, sans doute parce qu'elle est secrète, c'est extrêmement difficile de l'étudier. Et ma communication va trancher très largement avec la communication du professeur Pascal Gonod. J'étais très impressionné par les sources exploitées à l'occasion de votre communication, parce que moi, j'étais assez pauvre. En termes de communication réservée aux juges, il n'y a pas beaucoup de matériaux. Alors, il y en a quelques-uns, notamment, il y en a petite dizaine à la vérité, mais il y a 3 articles que je vais citer ici parce que je vais m'y référer assez souvent. Il y a un article du président Labetoul dans les mélanges Chaput de 1992 sur ses réflexions, ses remarques sur l'élaboration des décisions du Conseil d'État statuant en contentieux. Et puis, il y a aussi un article, cette fois-ci du président Chauveau, du président Denis Chauveau en 2007, dans les mélanges Labetoul. Voilà, on se répond sur, cette fois-ci, des réflexions sur le délibéré. Et puis également, comment ne pas mentionner cet article, parce que les universitaires ont investi le champ, ont investi le terrain, un article du professeur Martine Lombard sur la phase immergée, déjà cette terminologie du ministère, la phase immergée de la procédure d'instruction devant le Conseil d'État statuant en contentieux. C'est un article de 2005 dans les mélanges Ansel. Voilà, alors c'est un petit peu le matériau qui sert aux chercheurs qui s'intéressent à cette oralité réservée, et puis, je dois le dire, pour être tout à fait franc, j'ai eu la chance d'avoir un certain nombre d'expériences au sein de très modeste, au sein de la juridiction administrative. J'ai été stagiaire et puis assistant de justice, et donc c'est vrai que je me suis servi de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, pour alimenter cette communication. Alors justement, grâce à ces lectures et grâce à ces modestes expériences, je vous propose quelques réflexions, à mon tour, très modestes, sur cette oralité cachée.
Et je vous propose notamment d'envisager la façon dont cette oralité réservée au juge se déploie, avant d'envisager les enjeux qu'elle présente pour les justiciables et pour le juge. Tout d'abord, voyons le déploiement de l'oralité réservée au juge, la façon dont cette oralité réservée au juge se déploie, dans le procès administratif, bien sûr. Alors, il est fort possible, bien sûr, que les juges administratifs réfléchissent et aient en eux-mêmes, dans leur fort intérieur, un débat. Mais il n'y a pas d'oralité. Le plus souvent, lorsque les juges réfléchissent oralement, c'est dans le cadre de la collégialité. Il y a un lien très fort entre l'oralité et la collégialité. L'oralité, dans le procès administratif, s'incarne dans la collégialité. C'est donc normal que l'oralité réservée aux juges se donne à voir et à s'entendre dans le cadre de réunions entre juges. Il y a deux formes d'oralité réservée. Il y a deux moments où l'oralité réservée aux juges se déploie. L'oralité réservée aux juges peut se déployer à l'occasion de réunions formelles entre juges, ce qu'on pourrait appeler, je ne suis pas certain que l'expression soit tout à fait parfaite, je m'en réserve à vos appréciations, ce qu'on pourrait appeler l'oralité de salon. L'oralité de salon qui permet d'aborder une autre forme d'oralité par comparaison, qui est l'oralité de couloir, c'est-à-dire une oralité informelle qui a lieu au sein des juridictions, mais dans des enceintes qui ne sont pas formelles. S'agissant en premier lieu de l'oralité de salon. L'oralité de salon trouve à s'exprimer dans deux lieux clos en particulier, les séances d'instruction, les salles d'instruction où ont lieu les séances d'instruction qui visent à préparer en amont les décisions, et puis également, bien sûr, dans les salles de délibéré, au moment du délibéré, les salles de délibéré d'ailleurs qui sont parfois le prétoire. Il n'est pas rare dans les juridictions qu'on délibère au sein du prétoire, mais alors le prétoire est fermé aux parties, il fait office de salle de délibéré. Alors, pour connaître la façon dont l'oralité se déploie, dans les séances d'instruction en particulier, on peut se plonger notamment dans les travaux d'un ouvrage d'un auteur que je n'ai pas mentionné, qui est Bruno Latour, dans sa Fabrique du droit, qu'on ne présente plus. Je ne l'ai pas mentionné parce que, autant se reporter aux travaux du professeur Martine Lombard, que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'elle s'appuie sur ses travaux et elle les traduit en termes juridiques. Et Martine Lombard insiste sur l'importance de l'oralité au moment de ces séances d'instruction, parce qu'évidemment, on discute, on échange. C'est le but de ces séances. Et Martine Lombard est frappée, elle le dit dans son texte, par le fait que cette oralité fait partie des méthodes de travail du juge administratif. Et c'est d'ailleurs un moment, elle insiste sur ce point, j'y reviendrai tout à l'heure, elle en a été frappée en lisant les travaux de Bruno Latour, c'est un moment, ces séances d'instruction, où les juges administratifs partagent, font état collectivement de leur expérience de l'administration, de leur expérience pratique de l'administration. Ça, c'est évidemment un élément important quand on connaît l'origine du juge administratif et sa sociologie. Alors, s'agissant du délibéré, c'est encore plus rare d'avoir des retours. Néanmoins, l'article du président Labetoul est très précieux à cet égard. Le président Labetoul donne un certain nombre d'indications, de précisions. Il nous dit qu'effectivement, le délibéré commence par une lecture du projet de jugement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a toujours un lien entre l'écrit et l'oral. Les séances d'instruction, comme les séances de délibéré, commencent par de l'écrit. On fait référence à la note du rapporteur, le cas échéant à la note du réviseur, on fait référence au projet de jugement, et c'est à partir de l'écrit qu'on va débattre à l'oral. Et le président Labetoul nous dit, petite précision utile, que ce délibéré est en général assez rapide. Il dure de quelques minutes à 1 à 2 heures. Sans doute, mais encore faut-il réserver, je crois, les hypothèses exceptionnelles, certes, mais elles existent, des délibérés prolongés, voire des délibérés différés, reportés dans le temps. On en a beaucoup parlé dans la presse de cette affaire de crèche de Noël en 2016. Le délibéré a été à ce point long que l'Assemblée du contentieux au Conseil d'État avait dû reporter le délibéré. Donc il peut durer longtemps et ça prouve que les échanges oraux, à l'occasion de ce délibéré, peuvent être longs. Ce qui est intéressant dans cette oralité formelle, au moment des séances d'instruction ou des séances de délibéré, c'est qu'elle est codifiée. Elle est codifiée, elle est ritualisée. Il y a des usages, des traditions, voire des gentleman agreements,
Et là encore, le président Labetoul, il faut le remercier, en fait écho dans ses réflexions sur l'élaboration des décisions du Conseil d'État. Alors, il nous dit des choses parfois banales, en tout cas attendues. Le président Labetoul insiste en disant que les débats sont courtois. Oui, oui, effectivement, on pouvait s'y attendre, surtout en tout cas au Conseil d'État. Ils sont indécis, nous dit-il, et ce qui est peut-être amusant, c'est qu'il insiste sur le recours à la litote. Il nous dit, voilà, on parle avec beaucoup de précautions oratoires, et on aime beaucoup la litote. Et un seul exemple, je l'ai trouvé en lisant une communication du président Bernard Chenot. Bernard Chenot, en 88, il nous dit dans le Conseil d'État, dans les tempêtes de l'histoire, il nous dit que la formule « j'ai quelques doutes », dans la bouche du président de la section du contentieux, « j'ai quelques doutes », ça signifie, je cite, parce que sinon vous allez croire que c'est de moi, je ne me permettrai pas, mais « j'ai quelques doutes » signifie que la solution proposée est tout à fait stupide. Voilà, ça, il vaut mieux connaître le code. Il vaut mieux connaître le code dans une séance de délibéré, quand le président de la section du contentieux dit « j'ai quelques doutes », c'est plutôt négatif. Hein. La solution proposée est tout à fait stupide. Bon, au-delà de ces précautions oratoires, ce qui a sans doute aussi intéressant à relever, c'est que jouent au moment de ces séances d'instruction et de délibéré les techniques dans la prise de parole, les techniques de persuasion orale. Effectivement, un président de séance peut parfaitement décider de réserver sa prise de parole à la fin, notamment pour ne pas influencer les jeunes membres, les plus jeunes dans la maison, par exemple, aussi pour ne pas être mis en minorité. C'est possible qu'un président de séance laisse un petit peu la discussion se développer pour voir comment vont les choses, quels sont les arguments avancés, et puis pour être sûr de ne pas être discrédité à la fin. Ce peut être aussi une façon pour lui d'entendre ces arguments pour mieux se les approprier ou pour mieux les combattre. En tout cas, le président de séance peut parfaitement réserver sa parole en dernier. Il peut, et ça le président Labetoul insiste dans son papier, il peut à l'inverse, même si le président Labetoul dit que ce n'est pas forcément très, très courtois, il peut prendre la parole en premier pour l'imposer. Alors ça, c'est une technique oratoire, effectivement, assez forte, c'est-à-dire que le président prend la parole, il annonce la couleur et il impressionne. Alors, quand le président s'appelle le président Audan, Labetoul nous livre une anecdote, hein, il était commissaire du gouvernement, il propose à la formation de jugement un revirement de jurisprudence, le président Audan, au moment du délibéré, prend la parole, le président Labetoul en est très marqué, pour s'opposer à ce revirement de jurisprudence, et Labetoul le dit, le président Labetoul le dit, c'est le président Audan qui remportera la victoire. Cette prise de parole, c'est intéressant parce que quand on s'intéresse aux sciences cognitives, on a plusieurs études, une de 2006, une de 2015, on s'aperçoit, contrairement à ce qu'on pense, notamment lorsqu'on évoque les droits de la défense et la parole qui est donnée en dernier à l'accusé, contrairement à ce qu'on pense, celui qui prend dans un groupe la parole en premier imprime sa marque et emporte en général la conviction de l'ensemble. C'est ce qu'on appelle l'effet d'enfant. Et c'est ce qui explique que certains présidents de séance prennent l'initiative et imposent leurs convictions. À côté de cette oralité formelle, ritualisée, codifiée, on a une autre forme d'oralité qui est l'oralité de couloir. On pourrait appeler l'oralité de couloir, étant entendu que je m'approprie ici une formulation qui est davantage connue, qui est celle de la collégialité de couloir. On parle beaucoup de la collégialité de couloir. À la vérité, pour y avoir un petit peu réfléchi pour l'exercice de cette communication, c'est avant tout une oralité de couloir. C'est avant tout une oralité de couloir. Cette oralité de couloir vise tout simplement toutes les hypothèses où des juges vont s'entretenir d'un dossier de façon incidente entre deux bureaux, dans un couloir, devant la machine à café, à la bibliothèque ou à la buvette de la juridiction. Toutes ces occasions où voilà, les collègues, les juges, les membres de la juridiction vont pouvoir se croiser incidemment pour s'entretenir de tel ou tel dossier. Cette oralité de couloir, elle est aujourd'hui parfaitement connue. Elle est officialisée. Alors Bruno Latour, lui, ne parle pas d'oralité de couloir, il parle de contact informel. Contact informel ou alors de canaux informels de communication. Le président Chauveau parle, lui, de discussions informelles. On en a parlé beaucoup à l'occasion de cet article qui est sorti dans le magazine du Monde en mars 2021. On a beaucoup parlé
au Conseil d'État et ailleurs, bien sûr, sur la folle année au Conseil d'État. On en a beaucoup parlé de cet article, mais moi je vous en parle parce que précisément dans cet article, malheureusement on ne porte pas l'attention sur ça, mais il y a Maître Emmanuel Mignon qui s'exprime et qui fait état de son expérience en tant que jeune énarque, tout juste sorti de l'ENARC, qui est arrivé au Conseil d'État, et elle nous dit, je prends ces mots, on nous jette dans la piscine. On nous jette dans la piscine. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bain au Conseil d'État, il y a une piscine, je ne la connais pas, mais sans doute. On nous jette dans la piscine, c'est très difficile, tout est austère. Mais, on peut aller voir les aînés, et on peut poser des questions à la cafétéria. Ah, c'est formidable. On peut aller voir les aînés et on peut poser des questions à la cafétéria. Alors, je ne sais pas si la cafétéria elle-même répondra aux questions, mais évidemment, on peut supposer que les membres du Conseil d'État qui déjeunent répondront bien volontiers aux questions. Donc on a une officialisation, une reconnaissance de cette oralité de couloir. Cette oralité de couloir est particulièrement importante pour plusieurs raisons. Première raison, elle permet de mettre de l'huile dans les rouages de la collégialité, justement, et elle peut permettre de mettre fin à certains blocages au sein d'une formation de jugement. Dans une affaire donnée, dans un dossier donné, quand il y a des clivages trop importants au sein de la formation, eh bien, le fait de discuter incidemment dans un couloir permet de trouver un compromis, permet de trouver une solution. Donc c'est un élément de fluidité important dans les méthodes de travail du juge. Cette oralité de couloir est importante, voire très importante, parce que parfois, c'est le seul élément d'oralité dans le procès. Aussi étonnant que cela puisse paraître, certaines affaires, et elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui, en procès administratif, l'oralité de couloir, c'est la seule forme d'oralité. Par exemple, toutes les affaires réglées par un juge unique, par voie d'ordonnance, dans le cadre des ordonnances de tri. Les ordonnances de tri sont prises par le juge, parfois par les membres des équipes de décision, bien sûr, d'équipes d'aide à la décision, mais en tout cas par un juge unique dans son bureau, et parfois certaines questions sont délicates. Et donc il peut avoir, ce juge, intérêt à solliciter incidemment l'avis de tel ou tel collègue à l'occasion d'une discussion informelle. Donc cette oralité de couloir ne doit pas être négligée. Elle ne doit pas être négligée également, troisième raison, qui s'inscrit dans la continuité, le président Labetou y insiste dans son papier, en nous disant que l'oralité informelle est parfois beaucoup plus performante, beaucoup plus efficace que l'oralité formelle. Il donne l'exemple des revirements de jurisprudence. Le président Labetou nous dit, mais le président de la section du contentieux, lorsqu'il a envie d'insuffler une évolution jurisprudentielle, il pourrait faire valoir ses prérogatives, demander l'inscription de l'affaire à une section ou à une assemblée. Il pourrait faire valoir aussi ses prérogatives dans la direction des débats, ses prérogatives très formelles, mais il dit, c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est de prendre tel ou tel collègue, surtout tel ou tel commissaire du gouvernement, et lui dire, mais quand même, cette solution potentielle, elle est plus adaptée, ou à l'inverse, cette solution qu'on n'a pas encore adaptée serait beaucoup plus efficace. Donc il y a ce jeu informel, et on sait évidemment, dans un certain nombre d'hypothèses, de façon générale, que l'informel est beaucoup plus efficace que le formel. Alors, bien sûr, et pour terminer sur cette oralité de couloir, il y a quand même une limite importante, qui est que, encore faut-il qu'il y ait des membres de la juridiction présents en juridiction. Et ça, c'est peut-être un obstacle important à son épanouissement, cette oralité informelle. Parce que dans la juridiction administrative, c'est connu, tous les magistrats administratifs, tous les membres du Conseil d'État, en ce qui concerne le Conseil d'État, ne sont pas toujours présents sur place, ne sont pas toujours en juridiction. Beaucoup travaillent en distance et je me suis laissé entendre dire qu'un certain nombre de magistrats aiment beaucoup cet exercice solitaire qui leur donne de la liberté. La crise sanitaire a confirmé cela en développant le télétravail et effectivement en échangeant avec un certain nombre de chefs de juridiction, on peut craindre que la crise sanitaire ait créé ou ait accentué certaines habitudes des magistrats préférant de plus en plus le télétravail et donc la distance. Mais si les juridictions sont vides, en tout cas si on ne voit les magistrats que lors des audiences, évidemment cette oralité informelle va décliner au détriment de tous ces avantages. Voilà donc les deux modalités principales de cette oralité réservée au juge, l'oralité formelle, l'oralité informelle. Et si elle est aussi importante à mes yeux, cette oralité réservée au juge, c'est parce qu'elle présente des enjeux
qui sont eux-mêmes importants, tant pour la justice en général, les justiciables, que pour le juge administratif lui-même. Je vous propose d'aborder désormais, et pour terminer, ces enjeux, les enjeux que présente cette oralité réservée aux juges. Alors, ces enjeux sont multiples. Je crois qu'on peut identifier deux séries d'enjeux. Première série qui n'est pas très originale, mais qui permettra de continuer un propos qui est avancé depuis ce matin. L'oralité réservée aux juges est une garante de la qualité de la justice, c'est une garantie de la bonne justice. Et puis, autre série d'enjeux, peut-être un peu plus singulière, l'oralité réservée aux juges est de nature à questionner les obligations déontologiques du juge. Alors, s'agissant de l'affirmation selon laquelle l'oralité réservée aux juges est une garantie de la bonne justice, est une garantie de la qualité de la justice. L'idée principale consiste à dire que l'écrit ne suffit pas. L'écrit est nécessaire pour assurer la qualité de la justice, mais il ne suffit pas. L'oralité permet de compléter utilement l'écrit pour parvenir, pour tendre à assurer la qualité de la justice. Alors, pour vérifier cette idée, il suffit de s'imaginer une séance d'instruction, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait de lourdeur, de complexité, pour traduire par écrit ce qu'on se dit lors d'une séance d'instruction? Il faudrait mettre par écrit toutes ces idées, les communiquer à chaque membre de la formation de jugement, organiser une navette, pas une navette parlementaire, mais une navette juridictionnelle, que chaque juge ait bien connaissance de tous les éléments du débat, leur permettre de répondre par écrit, synthétiser, sélectionner, envisager des pistes prioritaires. Enfin, on imagine la complexité d'un tel processus. À l'inverse, l'oralité permet des échanges directs, spontanés, instantanés. On sait très rapidement à l'oral ce que valent nos arguments. S'il y a des silences, des difficultés, un malaise pour répondre, on se couche. On sait que l'argument ne tient pas, on s'en remet aux arguments des autres. À l'inverse, si un argument exposé fait consensus, l'unanimité, eh bien, on s'en remet et on sait que la décision de justice sera sûre. Idem pour les séances de délibérés. Effectivement, certes, un certain nombre de délibérés n'ont d'autre utilité que d'entériner l'instruction. Certains délibérés, on le sait, le président de la République le confirme, ne durent que quelques minutes. Pourquoi? Parce que c'est l'instruction qui aura déjà tout décidé. Les notes du rapporteur, le cas échéant du réviseur, le projet de jugement auront déjà convaincu et il n'y aura pas de réel échange. Pas de réel échange oral au moment du délibéré. Mais, néanmoins, il existe des délibérés, ils sont nombreux, où il y a des renversements de vapeur, où en tout cas on aborde la question initialement posée par écrit de façon différente. Un membre de la formation qui n'avait pas instruit particulièrement le dossier peut vous s'ouvrir la lèvre, en tout cas ouvrir une nouvelle perspective. Et là alors le débat oral va permettre d'enrichir le raisonnement, d'envisager une nouvelle approche et finalement de décider quelque chose de très différent, en tout cas de relativement différent de ce qui avait été envisagé par écrit. Donc l'oralité est non seulement utile, mais elle est nécessaire pour assurer la qualité de la justice. Et puis, on pourrait d'ailleurs ajouter un élément micro, un élément de micro-socio-juridictionnel. On peut tous se faire la réflexion. Lorsqu'on sait qu'on va soutenir quelque chose à l'oral, on est bien placé pour le savoir aujourd'hui, on est sans doute plus rigoureux, plus attentif à ce qu'on écrit. On sait qu'il va falloir le soutenir, qu'on va être jugé par ses pairs, il faut garder la face. Et donc, le fait de savoir qu'il va y avoir une oralité permet de renforcer l'écrit, en tout cas la qualité de l'écrit. C'est un élément psychologique qui vaut ce qu'il vaut, mais je crois qu'il a sa part d'importance. Il y a deux vertus accessoires attachées à l'oralité réservée aux juges qui complètent ce tableau assez favorable à l'oralité réservée aux juges. Première vertu, la transmission des connaissances et des compétences juridictionnelles. Ça vaut en particulier pour l'oralité de couloir. L'oralité de couloir est un relais en matière de connaissances, en matière de savoir-faire juridictionnel. C'est ce que dit maître Emmanuel Mignon dans l'article. Voilà, on est plongé dans le bain, mais on est aidé par les autres. Et on est aidé par les autres grâce à cette oralité. Il y a une expérience collective de la juridiction qui est partagée
grâce à cette oralité de couloir. C'est très important. Et encore une fois, on d'y insister, mais pour avoir eu un certain nombre de retours de jeunes magistrats, pendant la crise sanitaire, effectivement, ils nous le disent, ils se sont un petit peu sentis perdus parce qu'il n'y a pas eu ce relais qu'offre l'oralité de couloir. Donc il y a une vertu importante aussi en matière de transmission du savoir juridictionnel. Et puis il y a une autre qualité complémentaire, c'est le fait que l'oralité de couloir, commencer à en parler tout à l'heure, permet de compenser le déclin de la collégialité. On va faire un long développement sur ce déclin et constater, on sait que l'article L3 du Code de justice administrative proclame la collégialité comme principe, on sait que la pratique ne correspond plus au texte. La collégialité est minoritaire, c'est une pratique minoritaire dans la juridiction administrative. Eh bien, certains effets négatifs de ce déclin peuvent être compensés par l'oralité de couloir notamment. Le fait que le juge juge seul, dans un certain nombre de cas, n'empêche pas qu'il décide à plusieurs. Voilà, ce n'est pas parce qu'un juge juge seul qu'il décide tout seul. Il peut décider avec les autres, notamment à l'occasion de discussions informelles. Ça, c'est le volet positif. Ce sont les enjeux positifs de l'oralité réservée au juge. C'est une garantie en faveur de la qualité de la justice. Il y a, et j'en terminerai par là en quelques minutes seulement, une autre série d'enjeux qui tient cette fois-ci au respect par le juge de ses obligations déontologiques. Alors, je vous donne un exemple ancien désormais, mais qui, à mon avis, a une force probante, la récresse. La récresse, dont d'ailleurs la communauté juridique française s'est abstenue de fêter l'anniversaire. On a fêté les 20 ans, il y a des anniversaires, on les fête pas. La récresse de 2001, notamment, parmi beaucoup de choses, vient condamner la France pour rupture de l'impartialité objective parce que le commissaire de gouvernement pouvait parler au délibéré. Qu'est-ce qui a été condamné notamment dans la récresse? C'est l'oralité du commissaire du gouvernement, du rapporteur public au jugement. C'est parce qu'il était susceptible d'influencer la formation de jugement, parce qu'il pouvait répondre à des questions, même s'il ne participait pas au délibéré, il n'avait pas voix délibérative, il pouvait répondre à des questions, il pouvait faire des interventions orales, c'est ce qu'a condamné la Cour européenne. Voilà. Donc on voit bien que l'oralité réservée au juge peut poser des problèmes. Ce problème n'existe plus, en tout cas plus pour l'instant. Il demeure néanmoins d'autres problèmes. Je donne 3 exemples pour conclure. Premier exemple, je vous soumets à votre appréciation, parce que je ne suis pas forcément convaincu, mais l'oralité réservée au juge peut poser des problèmes s'agissant du secret professionnel des juges. Est-ce que quand un juge s'entretient à l'oral d'un dossier dans un couloir avec un autre collègue, qui n'appartient pas à sa formation de jugement, est-ce qu'il ne méconnaît pas le secret d'instruction? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le secret d'instruction est sans doute un secret relatif. Il est respecté tant qu'un juge ne s'entretient pas d'un dossier avec un tiers, je crois. En revanche, qu'est-ce qui se passe si un juge s'entretient avec un collègue de la position prise dans le cas d'un délibéré par tel ou tel autre juge? Ça se fait. On sait que le secret du délibéré au sein de la juridiction administrative, même s'il est absolu, normalement, est finalement dans la pratique relative. Là, il y aurait sans doute un problème, puisque déontologiquement, et la charte de déontologie le rappelle, le secret du délibéré ne peut pas être rompu avec quiconque. Il est absolu. Donc, il peut y avoir des aménagements à ce secret dans le cadre de cette oralité réservée au juge. Deuxième problème déontologique qui est susceptible de se poser, eh bien, c'est l'entre-soi juridictionnel. L'oralité, qu'elle soit formelle ou informelle, l'oralité réservée au juge va conduire les juges très souvent à faire des prédélibérés, à prendre position bien en amont de l'audience, et le risque peut-être, c'est qu'ils campent un peu trop sur leurs positions, sur les positions qu'ils ont acquises grâce à cette oralité. On en parlera sans doute cet après-midi ou demain, mais sans doute que les avocats parfois ont le regret de ne pas être suffisamment entendus parce qu'ils ont l'impression que la décision est déjà prise au moment de l'audience. Et si la décision est déjà prise, c'est sans doute que l'oralité réservée au juge y a beaucoup contribué en amont. Et puis, pour conclure, troisième et dernier problème déontologique, sans doute le plus important, le plus aussi difficile à résoudre, l'oralité réservée au juge est susceptible de questionner l'impartialité du juge et l'égalité des armes. Exemple, un magistrat administratif qui était au tribunal administratif d'Orléans est affecté, il est promu à la cour administrative d'appel de Versailles. Au tribunal, il avait connu d'une affaire complexe. Or, il arrive à la cour
et il apprend qu'un recours en appel a été formé contre le jugement rendu par le tribunal. Alors bien sûr, il ne siégera pas dans la formation de jugement qui va connaître de ce recours, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va arriver si l'un de ses collègues commence à le brancher lors d'une conversation de couloir sur ce dossier? Ah, j'ai appris que tu avais été dans cette affaire très complexe, il y a certains points qui me posent difficulté, qu'est-ce que tu en penses? Ah, là, ça devient compliqué. Bon. Autre situation, au Conseil d'État, c'est là-ci. Qu'est-ce qui se passe si, comme le dit Maître Mignon, un membre du Conseil d'État, à la buvette, qui est saisi d'un recours contre un décret, croise un collègue qui a siégé dans la formation administrative, qui a rendu un avis sur le texte? Qu'est-ce qui se passe? Martine Lombard en parle beaucoup dans son article. Ces contacts informels, ces communications nombreuses qui existent entre la section du contentieux et les formations administratives. Alors, on nous dit, si des membres du Conseil d'État nous entendent, on nous dit, moi j'ai bien entendu qu'il existe aujourd'hui une muraille de Chine, que les choses ont changé depuis 2005, qu'il existe une imperméabilité totale entre la section du contentieux et la section administrative. Je veux bien le croire. En tout cas, du point de vue de la théorie des apparences, ça pose problème. À vrai dire, il n'y aurait pas beaucoup de façons de résoudre cette difficulté. On pourrait imaginer de créer deux buvettes au Conseil d'État. Une buvette réservée aux membres de la section du contentieux et puis une buvette des sections administratives. Il faudrait faire ça aussi pour les machines à café. Il faudrait faire ça aussi sans doute pour les couloirs. Bref, il faudrait finalement, ce que certains suggèrent, sortir le Conseil d'État conseiller de l'État du Conseil d'État juridique, c'est-à-dire faire la séparation organique. Mais ça, évidemment, c'est un autre débat. En tout cas, ces enjeux, j'espère que vous auront convaincu que cette oralité cachée, cette oralité réservée aux juges, n'est pas à prendre à la légère. Merci de votre attention.